avoir la bonne équipe, c'est ça qui fait que ça va marcher. C'est le seul facteur qui compte, l'équipe. Il n'y a rien d'autre qui compte. Sincèrement, il n'y a rien d'autre qui compte. L'argent, le reste, tout ça suit avec l'équipe. On lance une boîte qui s'appelle Mira. Mira parce que Mirar, c'est regard. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de nouvelles perspectives, de nouveaux regards sur notre société. Il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que ce que je sais faire depuis le début, c'est créer les marques, c'est de les mettre sur orbite. Les enfants, je leur parle de business depuis toujours. Et d'ailleurs, juste pour petite anecdote, mais pas mal de monde autour de moi me dit à chaque fois, ton premier salarié, c'était ton fils. Parce que mon fils, j'ai monté Bampa, j'ai pris 4 mois de congé pattes et je bossais sur les siestes de mon fils. Et ça m'arrive plus d'une fois qu'il y ait des interruptions où il se réveille et qu'ils viennent avec moi, avec mon ordinateur, finir des visios. Et donc, c'est la première personne qui m'a écouté parler, pitcher, etc. Donc, je pense que lui, il va avoir ça dans le sang parce que pendant des mois, il entendait parler BP et autres. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans cet épisode de En orbite, le podcast de Ovni Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Avant de commencer, je souhaite remercier les équipes d'Eleven Act pour ce joli studio. Il est tout neuf et on l'inaugure aujourd'hui. Donc c'est en plein centre de Paris, donc si vous voulez tourner du contenu, le lien il est dans la description. Aujourd'hui, nous recevons un mari, papa et multi-entrepreneur qui a su, lors de sa dernière aventure, créer un produit pour aider les parents comme lui dans leur vie professionnelle. Cela avant de revendre son entreprise à un acteur majeur. Aujourd'hui, je reçois Vincent Puren, fondateur et ex-dirigeant de Bampa. Merci d'être venu, c'est vraiment un plaisir. Comme je t'ai dit, tout ce que tu as créé, c'est vraiment canon. Mais avant de parler de ton parcours, de ta boîte, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu te décrirais, toi, à la troisième personne ? Je pense que tu m'as très bien décrit, Kylian. Moi, j'aime bien utiliser 2 mots, entrepreneur, parce que c'est ce que je suis, et papa, père de famille, parce que j'étends le champ famille avec ma femme, qui fait partie aussi de ma famille. Donc voilà, je suis papa, je suis entrepreneur, je suis breton d'origine, c'est pas important pour moi les origines, là d'où je viens, et puis voilà. Avant de passer à tes différentes aventures entrepreneuriales, est-ce que tu pourrais nous parler aussi un peu de tes débuts, de potentiellement ce que tu as fait dans tes études et de ce qui t'a inspiré à devenir entrepreneur ? Ouais, alors moi j'ai commencé dès l'école, et ça nous fait un point commun puisque dès l'école j'étais un passionné de contenu et j'essayais de piger un peu pour des médias, de créer mes propres contenus, et sincèrement en fait c'est ce qui m'a vraiment lancé. Parce que quand tu démarres, à moins de faire le top 3 des écoles et d'avoir un petit truc en plus, c'est très dur de se démarquer. Et en fait, moi j'ai commencé très tôt à piger pour l'Obs, des médias d'époque, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais comme Presse Citron. Et ça m'a mis sur les rails, ça m'a ouvert, ça m'a créé un réseau, ça m'a proposé des opportunités hyper intéressantes. Et j'en ai même fait ma première boîte, parce que j'avais créé une agence à la sortie de l'école, qui était géniale parce que c'est là où j'ai globalement fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais ce qu'il fallait apprendre. Et je pense qu'il vaut mieux apprendre à 23 ans plutôt que d'apprendre à 40 ans, globalement, ce que c'est l'entrepreneuriat. Et ça m'a lancé sur les rails de l'entrepreneuriat. Globalement, le contenu, ça a été mon fil conducteur pendant longtemps. Après, cette boîte s'appelait Alès. Je suis parti dans un think tank faire du conseil, mais créer une BU, donc encore une fois de l'entrepreneuriat. Okay. Et après, j'ai rejoint un projet entrepreneurial que tu connais, que beaucoup de monde connaît, je pense, qui est Madines, qu'on a créé, qu'on a lancé à une époque qui était assez propice à ça, à l'époque où on ne parlait pas trop encore de start-up, mais quelques mois avant qu'on lance la French Tech. Et donc du coup, c'était top pour nous, ça nous a mis sur les rails. Clairement, ça a été 6 années extra parce que ça m'a permis de vraiment quasiment tout apprendre ce que j'ai appris, comment tu passes de 0 à 30 salariés, de 0 à 4 millions de chiffre d'affaires, comment tu apprends à gérer un peu la médiatisation, parce que quand ton média est connu, les gens qui travaillent dedans le sont un petit peu aussi. Donc ça m'a appris l'humilité, ça m'a appris la force de travail, ça m'a appris à connaître un peu la croissance. Et comme toutes les aventures, on en reparlera après, je pense que tu auras envie qu'on parle un peu de chaque expérience, mais comme chaque aventure entrepreneuriale, il arrive qu'il y ait des alignements, comme dans le perso. Que je ferai souvent des liens entre le pro et le perso. Des fois, on divorce en perso, des fois, on divorce en entrepreneuriat. Et en fait, j'ai divorcé dans le cadre de Madines, c'est-à-dire qu'on était 5 associés, on est 3 et de partis. Et je suis parti monter une boîte qui s'appelle Future for Care pour 4 boîtes cotées qui sont Generali, Capgemini, Orange et Sanofi. Toutes petites boîtes. Qui sont de toutes petites boîtes. Je trouvais ça excitant parce que je passais d'une aventure entrepreneuriale qu'on a complètement bootstrappée avec des levées de fonds. À l'époque de Madines, on avait levé un petit peu, mais
On avait vraiment fait avec nos moyens à une boîte où j'avais doublé, si ce n'est triplé mon salaire, avec des gens à qui je reportais, qui étaient des gens issus du CAC 40, des N-1 de CEO de boîtes de ce calibre-là. Donc c'était hyper intéressant pour moi, j'étais curieux de ça. Ça restait de l'entrepreneuriat puisqu'on l'a créé, ce projet. Alors, j'en étais pas actionnaire. Et j'en étais pas le dirigeant principal, mais ça restait une aventure entrepreneuriale. Mais mine de rien, très vite, là on va arriver un peu au bout de ce parcours, j'étais papa depuis déjà quelques années, j'allais avoir un deuxième enfant, et j'ai eu cette claque qui était vraiment de me rendre compte que le vrai problème aujourd'hui quand on est parent, c'est pas tant des problèmes de pédiatrie, sauf quand on a des enfants très malades, des problèmes d'éducation ou autres, c'est vraiment des problèmes de gestion du quotidien, notamment de conciliation entre le pro et le perso. Il n'y a aucune boîte qui proposait d'aider les parents à concilier les deux et à trouver vraiment ce qu'on appelle un équilibre de vie. Et donc voilà, il ne m'en fallait pas plus pour poser ma démission, monter cette boîte tout seul, qui est Bampa, et 730 jours exactement plus tard, on y est, parce que là ça fait à peu près 2 ans que cette boîte a été créée, je l'ai vendue, et j'en sors pour monter une nouvelle boîte. Qu'on pourra annoncer, dont on pourra parler au fur et à mesure de l'épisode. Donc je suis très content, qui n'a rien à voir avec Bampa, mais qui est un projet excitant. Et le teasing est fou. Tu vois, quand on se balade sur ton profil LinkedIn, effectivement, ça fait beaucoup d'expérience, c'est très impressionnant, mais c'est encore plus impressionnant de l'entendre en vrai. Donc effectivement, on va revenir sur un petit peu toutes les expériences, on va aller grappiller un peu ce que ça t'a appris bout à bout. Quand tu repenses à ta période de Madines avec Magic Note, quelle compétence te sert le plus comme fondateur? Tu m'as dit que ça a été de l'expérience qui t'a beaucoup appris sur le bootstrap, sur tout ce genre de choses. C'est quoi qui en ressort un peu de cette période? En fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est que mine de rien, alors déjà, il faut être bosseur. Si tu veux réussir quand tu es entrepreneur, ça c'est sûr. Mais il y a une question de momentum, de timing qui est juste fondamentale. Je pense que si Madines, slash la Magic Keynote, qui était l'extension événementielle de Madines, si on l'avait créé 5 ans avant, je suis même pas sûr qu'on aurait eu le succès, et même, on n'aurait certainement pas eu le succès qu'on a eu et qui est encore aujourd'hui, parce que le média se porte très bien. Si on l'avait monté 5 ans plus tard, je pense que ça aurait été trop tard. Et donc ça m'a appris que je pense que c'est pas une question de chance, parce que ça faisait un petit moment qu'on gravitait dans cet écosystème-là. On savait que c'était le moment, mais que vraiment il faut se positionner au bon moment. Et en fait, c'est souvent une question que se pose l'entrepreneur. Est-ce que j'y vais au bon moment ou pas? En fait, le bon moment, c'est pas est-ce que c'est le bon moment pour toi, est-ce que c'est le bon moment pour le marché? Et la lecture du marché et le fait de s'aligner avec le marché, ça c'est un truc que j'ai appris et que j'ai appliqué derrière d'ailleurs à différentes boîtes dans lesquelles j'ai pu intervenir, surtout que j'ai pu créer. Et voilà, après ça m'a appris, en fait, si tu veux, ça m'a tout appris, c'est l'école de la vie. Ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait c'est bien de faire une école de commerce, c'est bien d'aller à l'école et d'apprendre des tas de choses, mais si tu veux être un entrepreneur et si tu veux en faire ta vie, ta vocation, plus que ta carrière d'ailleurs, en fait il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, il faut essayer. On a eu la chance avec Madines, c'était notre première vraie expérience entrepreneuriale, que ça marche bien, mais parfois au bout de 6 mois ça marche pas, tant pis, on recommence. Mais en fait je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut travailler, il faut apprendre et surtout bien s'entourer. Je pense que Madines, en fait, c'est une succession de recrutements sur les 3-4 premières années qui sont exceptionnels, mais juste exceptionnels. Un bon mix entre des hard skills qui étaient celles dont on avait besoin et des soft skills sans être entrepreneurial, mais des soft skills de gens avec énormément d'humilité, un sens du travail assez profond et plein d'autres skills de fidélité notamment. Parce que quand tu montes ta boîte, en fait, il n'y a rien de pire que de perdre les gens. Voilà, ça m'a pris ça m'a pris plein d'autres choses. Mais je pense que lire le marché, arriver au bon moment, gérer le timing, recruter les bonnes personnes, donc bien s'entourer, et puis surtout travailler, c'est hyper important. 2 choses. Quand tu parles c'était le début de la French Tech. À ce moment-là, on parlait pas forcément d'entrepreneuriat sur un média digital comme ça. Ça, c'est des signaux faibles que tu as repérés, dont tu parles maintenant avec le recul. À ce moment-là, au moment où vous êtes à la création, c'est quoi qui vous fait dire « Ok, c'est le bon moment, il faut aller sur ce marché-là » ? En fait, ça, c'est un autre point important. Rien n'est dû au hasard. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là avec Madines, c'était juste la succession de plein de petites actions. Moi, en gros, pour t'expliquer, dans le jargon américain, on appelle ça un late founder, c'est-à-dire que Madines a été créé par 3 personnes, dont une qui est partie au bout de 12-18 mois, que j'ai remplacée. Parce que, en fait, à cette époque-là, ces personnes-là s'occupaient du commercial. Et en fait, la vision des 2 autres fondateurs était de dire,
faut pas juste qu'on essaie de vendre, il faut qu'on structure en fait vraiment un business model qui est atypique. Qui va permettre à un média digital, ce qui n'était déjà pas évident à l'époque, de se développer, de très bien vivre. Et en fait, il s'avère que l'industrie des médias, je la connaissais bien parce qu'avec notamment un des 2 autres cofondateurs, on avait fait nos armes ensemble quand on était étudiant pour piger pour des médias. L'expérience dans laquelle j'étais avant de rejoindre Madines, en fait, je faisais beaucoup de conseils, notamment pour les médias. Et je passais mes journées à faire des presses, donner des conseils à des patrons de gros groupes médias, TF1, Le Figaro, etc., notamment sur le business model et comment réussir sa transformation digitale. Et c'était tout indiqué qui te fasse entrer, quoi. C'était tout indiqué, d'autant que 80% de ce que je proposais, moi j'avais l'intime conviction, sinon je ne le proposerais pas, que ça pouvait être game changer pour les boîtes. 80% partait à la poubelle et ça me frustrait. Et donc en fait, c'est toujours encore une fois une question de timing, c'est-à-dire que c'était le bon moment pour venir me chercher parce que j'avais envie de réentreprendre. C'était une parenthèse de semi-entrepreneuriat, cette expérience-là dans le conseil. Et c'était le moment où justement un des cofondateurs partait. Et donc il fallait le remplacer. Donc en fait, au moment où moi je souhaitais faire autre chose et Madines avait besoin de retrouver un late founder pour lancer la machine, parce qu'en fait la boîte ne faisait pas de chiffre d'affaires. En fait, c'est là où on a échangé pendant grosso modo 6 mois avant de se mettre d'accord et que je rejoigne l'aventure. Je devais avoir 26 ans, quelque chose comme ça. C'était quoi les premières choses que tu as faites toi en arrivant dans le média? Parce que du coup, tu m'as dit ça faisait à peu près 12-18 mois que ça avait été lancé. Ouais. Donc toi, tu arrives sur un média qui existe, mais qui est peut-être pas encore structuré, qui fait pas encore de chiffre d'affaires. C'est quoi les premiers trucs que tu mets en place? De manière générale, quand je travaille avec quelqu'un, la première chose que je fais, c'est que je m'informe. Donc je voulais connaître par cœur le média, je le lisais déjà, et j'ai énormément travaillé justement sur les forces, les faiblesses, le fameux SWOT que tout le monde connaît, mais de manière un peu moins scolaire pour vraiment comprendre la valeur ajoutée que j'allais apporter. Et en fait, cet échange à l'époque, il a pris 6 mois, à la fois parce que il fallait prendre le temps d'être sûr, c'était quand même engageant, j'arrivais pas comme salarié, j'arrivais comme late founder, et aussi pour bien se préparer. Et donc ce temps, c'est pendant ces 6 mois-là, pour répondre à ta question, j'ai vraiment poncé encore plus en détail tout le marché, regarder un petit peu comment avançait l'entreprise pour arriver en disant voilà, en fait moi avec mon sang frais, je pense qu'aujourd'hui il faut aller dans cette direction, le faire comme ça. Et basta. Et si on va dans cette direction-là, je vous rejoins, sinon je ne vous rejoins pas. C'est OK, on y va, on signe, on met en place, on fait évoluer les pactes et tout ce qui va avec, et puis la machine était lancée avec l'autonomie qui allait avec. Mais c'était hyper important pour avoir cette autonomie de dire, voilà, j'ai fait un travail de fond, de recherche, d'analyse, et hyper constructif pour être crédible. Je débarque en fait, et ce qui est un peu un sujet quand on arrive dans une entreprise, on a l'impression d'être un peu tout puissant en se disant si je suis là, c'est qu'on a besoin de moi. Mais en fait, tu n'es personne pour l'entreprise. En fait, 12 mois avant toi, tu n'étais pas là. 12 mois avant la boîte, tu n'étais pas là. Potentiellement, demain tu pars, la boîte elle sera encore là. Donc comment tu te rends crédible? C'est un peu le travail que j'essaie de faire pendant ces mois-là. Tu as entrepris dans un média et tu as entrepris dans d'autres secteurs. Ça serait quoi la principale différence que tu verrais entre ces deux modes d'entrepreneuriat? Parce qu'il y a un média où justement votre why c'est de parler des startups, parler des entrepreneurs, parler de tout l'écosystème, et le reste c'est entre guillemets toi qui est dans les entreprises, dans les startups et qui a les mains dans le cambouis. C'est quoi la différence? En fait, si tu veux, moi je considère que j'ai toujours entrepris, mais de manière très différente. Et ça, je pense que c'est un message aussi intéressant à faire passer, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plein de façons d'entreprendre et tu peux obliger d'aller déposer des statuts, de te saigner, de ne pas te payer pendant des mois et des années pour être entrepreneur. Moi, j'ai créé mes propres boîtes from scratch. J'ai créé des entreprises pour d'autres personnes avec d'entrée de jeu un salaire. J'ai créé des BU dans des entreprises avec une vraie autonomie donc, de l'intrapreneuriat. Et voilà, et ça c'est le premier fil conducteur. Le deuxième, pour répondre à ta question, il y a quand même mine de rien, malgré le fait que ça soit des expériences très différentes, un gros fil conducteur qui est le côté transformation de secteur d'industrie. Quand j'ai commencé à la sortie de l'école, la com elle était quand même très classique, c'est de la pub, et on est arrivé avec une approche un peu différente de se dire on a un début de bagage plutôt autour du contenu. On parlait un peu de brand content à l'époque. On a proposé une nouvelle approche dans le monde de la communication en proposant vraiment du brand content, l'éditorialisation, création de médias pour les marques, ce genre de choses. Après, je suis parti dans le conseil où là, pareil, en fait, l'objet, c'était 100% transfo digital. Donc, comment tu aides les entreprises à se transformer. Madines, clairement,
à une époque où 100% des médias qui faisaient du chiffre d'affaires étaient offline. On arrivait, on faisait partie vraiment des premiers médias à se développer, dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui a évidemment bien plus décollé après, mais à l'époque, sur ce qu'on appelait des pure players à l'époque. Future Forecare, pareil, hein, comment est-ce que tu transformes le monde de la santé en mettant un I devant santé pour faire de la e-santé et donc pour créer des boîtes en e-santé, et puis Bampa, comment tu amènes un sujet vieux de 100 ans dans l'entreprise qui est la parentalité. Dans un monde patriarcal, on peut en parler, hein, où les hommes travaillaient, l'entreprise n'a pas été pensée pour les femmes, et la parentalité, comment tu fais bouger ces lignes-là. Ça a vraiment été le fil conducteur. Après, donc la transformation, après il y a quand même un grand écart. Quand tu vas dans le monde des médias, où tu peux bootstrapper parce qu'en fait, en soi, tu as juste besoin d'un ordinateur, de créer du contenu. Dès que tu signes un premier client, ça permet d'éponger un peu les premières rémunérations. C'est OK. Mais quand tu passes de l'autre côté, ce qui m'arrivait avec Bampa, dans une boîte pure tech, avec une ambition dans l'IA, avec des gros besoins de recherche et développement, tu ne le gères pas du tout de la même façon. La première, tu te concentres sur ton cœur de business, développer tes audiences et ton chiffre d'affaires. Le deuxième, tu te concentres sur la création d'un produit, en mettant un peu sous le tapis ton développement de chiffre d'affaires et en allant plutôt lever des fonds pour pouvoir justement réussir à créer quelque chose de correct et ensuite aller le commercialiser. Donc c'était très très différent. Déjà, tu ne manages pas les mêmes personnes. D'un côté, tu manages des journalistes, des commerciaux, enfin des gens plutôt du monde des médias. De l'autre côté, tu manages principalement des ingénieurs, product ingénieurs, etc., qui sont l'antithèse l'un de l'autre. Tu as des profils très créatifs, très dans l'émotion d'un côté, et de l'autre côté, très rationnel, très cartésien. Donc ça ne se gère pas du tout de la même façon. Après, le fil conducteur, ça reste quand même, tu entreprends, tu le fais parce que tu as une intuition marché, tu le fais parce que tu as réussi à trouver les bonnes personnes pour le faire avec toi, et plein d'autres signaux du type, tu vois. Et en l'occurrence, ça s'est très bien passé alors que je ne suis pas ingénieur, je connaissais rien au monde des RH, j'avais jamais développé de boîte tech, et ça ne m'a pas empêché avec tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui en France de créer cette boîte-là, quoi. Mais alors justement, tu vois, tu me dis que d'un côté tu parles à des journalistes commerciaux, d'un côté tu parles à des ingénieurs. Toi, tu as une personnalité et tu as une base de connaissances. Tu n'es pas plusieurs dans ta tête, tu vois. Comment est-ce que tu te formes? Comment est-ce que tu travailles tous les jours pour avoir exactement le bon mode de dialogue avec ces deux types de personnalités? C'est une bonne question, mais on en revient un peu à la genèse de pourquoi et comment je suis rentré dans Madines. C'est-à-dire que c'est la curiosité. Quand je dis travailler, beaucoup travailler, c'est un gros travail de l'ombre. Moi j'adore développer mon personal branding, et le branding des boîtes dans lesquelles je travaille. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, avant de mettre sur orbite une boîte, il y a un gros travail de fond de préparation et qui inclut notamment le fait de comprendre tes interlocuteurs, que ce soit tes futurs collaborateurs, tes futurs clients. Et ça ne s'invente pas. En fait, tu dois lire, tu dois rencontrer des gens. Moi, j'aime beaucoup aller sur le terrain, rencontrer des gens, faire des entretiens. Je suis moins fan d'aller sur des events, c'est moins ma personnalité, mais j'aime beaucoup rencontrer les gens pour comprendre. Et surtout essayer de casser ce truc qui est je me forge ma propre opinion sur mes intuitions. En fait, les intuitions ne suffisent pas. Il faut que tu ailles confronter ton point de vue avec des personnes, entendre parfois des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Typiquement, qu'un profil comme le mien, créer une boîte d'ingénieurs, une boîte exclusivement avec des ingénieurs, ça va être compliqué parce que je n'ai pas la culture d'ingénieur. Fine, ok, au moins je le sais. Aller vendre à des RH alors que tu n'as pas la légitimité, tu n'as pas le réseau dans les RH et qu'on parle de cycle de vente de 12 et 18 mois, honnêtement, est-ce que c'est pas un peu abruti? En fait, ça me permet de comprendre ça, mais aussi de mettre du coup sur la table toutes les grosses forces que je perçois et puis les éventuels points faibles ou difficultés que je vais rencontrer, quoi. Et donc, tu parlais des ingénieurs, tu parlais du grand écart des profils. C'est comme ça qu'on apprend à les connaître. Moi, j'ai appris à force de rencontrer en l'occurrence les devs, les CTO, tous ces profils-là avec Madines. C'était mon pain du quotidien aussi de les rencontrer, mais à force d'échanger des profils comme ça, j'ai compris comment ils fonctionnaient. Puis il ne faut pas oublier un truc, c'est que qu'importe ton métier, tu restes humain. Et en fait, ce qui marche pour embarquer les gens, ça reste quand même de les considérer, leur donner du travail, de la valeur, de la liberté et de l'importance, et puis un cap assez précis, d'être fidèle avec tes valeurs. Et en fait, derrière, ça marche très bien. Sur la partie Future Forecare, comment est-ce que cette expérience elle a façonné ta manière de structurer un produit qui est pour le coup B2B et de faire un go-to-market assez rapide? Future Forecare, c'est une petite parenthèse quand même dans ma vie assez confortable parce que
un de mes anciens clients, pour la petite anecdote, je ne sais pas si je peux le citer, je pense que oui, qui est un très bon ami maintenant, qui était chez Orange à l'époque. Il me passe un coup de fil quand je quitte Madines et me dit on va lancer un projet, on va être actionnaire d'un projet, on est un des 4, on met 24 millions sur la table. On a quelqu'un qui va piloter ça, qui est la N-3 de notre CEO. Par contre, on a besoin de quelqu'un avec un peu de légitimité dans cet écosystème. Est-ce que ça te dit d'être cette personne-là pour venir l'aider à structurer et puis surtout développer la marque, l'offre, donc vraiment tout ce qui est market, business développement et tout ce qui va avec, toute la partie immobilière évidemment, puisque c'était un très gros building dans lequel on aménageait de 7000 m² avec toutes les offres de services, ça j'y connaissais pas grand-chose, mais je trouvais ça intéressant et en fait je trouvais ça intéressant et c'est assez lié à ta question, c'est-à-dire que j'y voyais vraiment un moyen d'apprendre à me structurer encore plus parce que je me suis dit, aller travailler avec des personnes qui globalement sont issues de très grosses boîtes, ça va vraiment me demander d'être hyper structuré parce que tu travailles pas, tu diriges pas une boîte du CAC 40 si t'es pas carré. Et si tu as 100 000 collaborateurs, tu les drives pas qu'avec de l'instinct et qu'avec de l'affect. Et tu vois, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis allé chercher ça. J'en suis ressorti avec plein de choses, mais pas ça du tout. C'était un joyeux bordel ce projet. Honnêtement, c'était vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour, tu vois, mais honnêtement, c'était un projet qui n'était pas hyper structuré. J'étais peut-être le plus structuré de la bande. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est la politique. La puissance de la politique quand tu travailles avec des grosses boîtes et ce que c'est vraiment la politique. En fait, quand tu travailles dans une grosse boîte qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et c'est pas aussi opportuniste qu'on ne le pense, c'est vraiment un travail de long cours, presque un travail de lobbying en fait et j'ai trouvé ça assez intéressant de rencontrer ces personnes, d'initier des discussions, de travailler sur de la négociation, sur le développement de projets au long cours avec eux et c'est ça que j'ai appris le plus, la dimension politique, développer un projet sur le long cours, là où quand tu es entrepreneur et que tu développes un projet, que tu le bootstrap, en fait, tu réfléchis au mois d'après. Alors évidemment que tu as une vision à long terme, mais tu bosses au mois le mois. Là, en l'occurrence, on parlait d'échéances à 3 ans, à 4 ans, à 10 ans. Ouais, et c'était hyper intéressant. Et on ne faisait pas juste que parler de ça. Mon travail, c'était aussi de développer et de travailler sur ces différentes échéances avec du concret à chaque fois. Ça, c'était intéressant pour le coup. Tu viens d'Exit, donc de Bampa. C'est pour l'instant le dernier projet en date. On va y revenir un petit peu. Quand tu lances Bampa, c'est quel problème de la parentalité que tu trouves qui n'est pas adressé, ou en tout cas qui est mal adressé et que tu as envie de résoudre? Avant de répondre à ta question, juste pour vraiment montrer qu'il n'y a absolument rien qui est dû au hasard, peut-être te raconter l'anecdote de comment j'en suis arrivé à vouloir lancer Bampa. En fait, la problématique, c'est une chose, mais l'élément déclencheur, c'est autre chose. En gros, j'étais chez Future for Care. En gros, peut-être pour préciser, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas Future for Care, en gros c'est un accélérateur de start-up dans le monde de la santé numérique. Pour caricaturer, même si on va m'en vouloir, mais c'est grosso modo un peu un station F de la e-santé, avec cette dimension physique du bâtiment, avec le volume de start-up, etc. Et je voyais passer énormément de projets, notamment sur le sujet de la parentalité. Beaucoup en B2C, donc de la pédiatrie, de la santé mentale, plein de choses de ce type-là. Et en fait, quand j'ai échangé avec des entrepreneurs, vu que ce sujet me tenait à cœur, je leur posais souvent les questions, pourquoi vous ne faites pas ça comme ça, pourquoi vous n'allez pas dans ce sens. Il y avait à la fois mon expérience d'entrepreneur qui voulait les pousser à les faire autrement parce que je voyais un peu une sorte de brèche pour aller chercher un autre marché et multiplier le chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, mon rôle de papa, qui me donnait envie de pousser l'entrepreneur à créer quelque chose pour moi en tant que papa, pour m'aider à améliorer mon quotidien. Tu avais un enfant de quel âge à l'époque de Future for Care, ma fille, alors elle avait, parce que j'y suis resté 2 ans, entre 1 an et 3 ans. Ok, donc c'est pile la période. Ouais, t'es dans le dur, c'était le premier. Ouais. Et figure-toi que, pour la petite anecdote, il y a peu de monde qui le sait, mais en gros, un jour, je vois un des entrepreneurs que j'accompagne m'envoie une story sur Instagram en me disant est-ce que tu as connaissance de ce projet? Il y a un type qui partageait un questionnaire sur Instagram disant je vais monter une boîte sur la paternité, répondez au questionnaire. Je lui dis je connais absolument pas ces personnes, mais je vais répondre au questionnaire et je vais lui proposer de lui donner du temps pour juste comprendre où il veut aller. Et en fait, il s'avère que
avec beaucoup d'humilité encore une fois. Tout part en fait presque d'un pic à mon ego, puisqu'en fait, il ne m'a jamais répondu. Alors qu'en fait, je me suis parti du principe que mon travail, c'était d'aider les entrepreneurs. Ouais. Donc, c'est complètement absurde. T'as une crédibilité là-dessus, ouais. Donc, je me suis dit, soit le mec ne le fait pas à 100%. Franchement, honnêtement, ce sujet-là, il faut le prendre au sérieux. Soit le mec, il veut juste pas me parler. Et ouais, ça me vexe un peu. Et en fait, j'ai commencé un peu donc tout est né un peu de ça, un peu vexé de me dire, mais attends. De toute façon, ça tient pas, ça marche pas. Et à me foutre sur un PowerPoint en disant, mais là, les questions qu'il pose sont pas les bonnes. Faut les poser comme ça. Commencer à en parler aux entrepreneurs autour de moi, que ça dépassait complètement parce qu'ils me disaient mais attends, enfin, là tu me demandes de recréer une boîte. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à passer un peu de temps le week-end à réfléchir au sujet. J'ai commencé à passer un peu de temps le soir. Et rapidement, ma femme vient me voir en me disant mais en fait, tu fais quoi en fait le soir, tu as complètement changé tes habitudes, le week-end tu as changé tes habitudes, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle ne savait pas en fait que je bossais, parce que j'allais m'enfermer. Voilà. Elle te prenait pour un fou en fait. Ouais, s'imaginait peut-être que je la trompais, tu vois, je sais pas. Et d'ailleurs, enfin, ceci dit, elle le pensait vraiment, elle pensait pas que j'avais une double vie, mais que je faisais des trucs en secret, donc qu'est-ce que je faisais? Ouais, elle pensait vraiment, à un moment donné, elle se disait, mais c'est bizarre parce que. Elle me disait, je n'imaginais pas que tu travaillais alors que déjà que tu avec ton boulot qui te prenait 12 heures par jour avec Future for Care. Et je lui explique. Et elle me dit, mais attends, tu n'es pas en train de réfléchir. Là, tu es en train de monter un projet. Tu te rends compte que tu as 100 slides, que tu as. Ouais. Et je lui dis, enfin, c'est juste. Tu as un business plan, bon, au bout d'un moment. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais quasiment fait un business plan et je ne m'étais pas dit, je vais monter une boîte. Je m'étais juste dit, c'est intéressant et je le refilerai à quelqu'un. Elle dit, mais pourquoi tu ne montes pas une boîte? En fait, je sais qu'en plus, tu t'éclates à Future for Care, mais que tu veux revenir à l'essence même de l'entrepreneuriat, monter ta boîte. Pourquoi tu ne le fais pas? On était en mai. Je dis, bon, bah ok, go, je me laisse un peu de temps. Je continue à le faire sans que ça empiète. Et ça commence à bien avancer. Je commence à en parler autour de moi. Les gens commençaient à me dire, écoute, quand tu veux lever des fonds, viens me voir. Quand tu veux bêta-tester, viens me voir. Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai juste un deck. Je suis encore à 100% sur mon projet Future for Care. Et finalement, je me lance. Et un mois plus tard, ma femme annonce qu'elle est enceinte de notre deuxième. Okay. Et me dit, écoute, je te dis deux choses, je suis enceinte. On saute au plafond ensemble, c'est génial. Et la deuxième, continue à monter ton projet parce que je sais que tu en as envie. Me le dis comme ça de tac au tac. Et en fait, avec du recul, je pense que je me suis mis dans une posture vraiment de merde parce que aller monter une boîte quand tu vas avoir un deuxième enfant sur un sujet que tu maîtrises pas, enfin honnêtement, j'en ai chié pendant des mois et des mois, voilà. Avec du recul, je sais pas si je le referais comme ça. J'ai bien fait de le faire parce que c'était un carton. Mais du coup, voilà, pour la petite anecdote, tout est né d'un pic à mon ego. J'ai quand même monté la boîte alors que j'attendais mon deuxième enfant, où je disais en substance aux gens, apprenez à ralentir quand vous avez des enfants, apprenez à trouver votre équilibre. Et moi, je faisais quoi? Je montais une deuxième boîte en parallèle, en plus, de mon taf qui me prenait énormément de temps. Bon, j'ai fini par démissionner et par monter Bampa. Et tu vois, j'ai réussi à te faire un monologue sur le pourquoi Bampa, mais je me souviens plus de ta question. Ma question, c'était le problème concret que tu allais résoudre. Non, mais après, le problème, il est... En même temps, je ne pouvais pas le lancer parce que ce problème-là, c'est un problème de société. En fait, aujourd'hui, quand on est parent, je sais que plein de gens n'aiment pas que je dise ça, mais on souffre. Aujourd'hui, je vois autour de moi, les parents, ils souffrent. Et je vois de plus en plus de gens de notre génération, de ta génération, ma génération, qui ne veulent plus faire d'enfants parce qu'ils voient autour d'eux des gens souffrir. Parce qu'avoir des enfants aujourd'hui, c'est hyper dur. Pourquoi? Parce que jusqu'à il y a 30 ans, tu avais un parent qui travaillait, l'autre qui s'occupait des enfants. Avoir un enfant, c'est un emploi à part entière. Sauf qu'aujourd'hui, les deux parents travaillent. Pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons financières. Il n'y a quasiment aucun foyer ou très peu de foyers en France aujourd'hui qui peuvent se permettre de vivre sur un seul revenu. Donc on en est aujourd'hui dans une situation où les parents, les couples veulent profondément pour la plupart faire des enfants, mais se retrouvent face à un dilemme qui est comment est-ce que je fais pour concilier ma vie professionnelle dont j'ai envie, je me réalise parce que je travaille, j'ai besoin de ce salaire pour vivre, mais comment je fais pour concilier ça avec le fait d'avoir un enfant qui, je sais, va me prendre énormément de temps. Et puis la vie d'amoureux aussi, parce que vie d'amoureux. Et c'est bien que tu le dises. C'est bien que tu le dises parce que c'est un gros focus sur Bampa. On parle souvent, quand on parle de la parentalité de l'enfant, mais en fait, s'il n'y a pas de couple, s'il n'y a pas les parents qui tiennent sur leurs quatre jambes, en fait, il n'y a plus personne pour l'enfant, c'est une cata. Et c'est un très bon point que tu soulèves, puisque du coup, on a développé une solution. Très vite, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux aider les parents ? Et tu sais, il y a une notion dont on parle qui est le village autour de l'enfant. Ce village, il a disparu, mais
nous, quand on était enfants, nos parents, nos grands-parents, il y avait toujours un village autour de l'enfant. C'est-à-dire que déjà, on vivait en proximité, il y avait les parents qui étaient à côté, les grands-parents, les voisins étaient des amis. Ok. Donc il y avait toujours quelqu'un. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi, j'habite à 400 km de chez mes parents. Ma femme, c'est pareil. Regarde, toi, tu as fait, je sais pas combien de centaines de kilomètres aujourd'hui pour venir travailler. Dès que tu vis en métropole, c'est plus compliqué. Ben ouais. Donc en fait, aujourd'hui, le truc, c'est qu'une grande partie de la population française vit en dehors de Paris, mais le gros du travail se passe à Paris. Donc les gens viennent à Paris, mais viennent seuls, et donc n'ont aucun appui pour développer cette famille et pour prendre soin aussi avec eux de leurs enfants. Donc ce qu'il faudrait, en fait, l'idéal, c'est d'avoir tout un pool de professionnels pour aider sur le plan de la santé de l'enfant, de la nutrition, pour aider les parents d'un point de vue psychologique à bien structurer leur couple et aider à traverser des tempêtes, préparer sur l'éducation, sur plein de sujets. Sauf qu'en fait, c'est impossible parce que c'est des professionnels déjà d'une qui sont sous l'eau. Donc il n'y a pas de disponibilité. De deux, ça coûte une fortune parce que le 3/4 n'est pas conventionné et on est dans un beau pays, mais en l'occurrence, ça n'est pas pris en charge. Donc je me suis dit très vite, comment est-ce que je vais faire, sachant que je ne vais pas avoir les moyens de recruter 30 personnes pour créer une sorte d'assistant avec des humains qui vont derrière donner des conseils aux parents. En fait, il n'y avait pas d'autre solution, c'était l'IA. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à créer un copilote IA pour les parents, avec tout un réseau quand même d'entreprises partenaires derrière pour prendre le relais. Mais ce copilote qui est là pour les parents H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour répondre à toutes leurs questions et plus que répondre à leurs questions, structurer ce qu'on appelle des plans d'action pour les aider sur une semaine, un mois, 3 mois, voire un an à franchir une étape. Typiquement sur le couple, en fait, il ne suffit pas juste de laisser le parent poser des questions pour résoudre des problèmes de couple. Parfois, en fait, il faut les prendre par la main et leur proposer une solution échelonnée sur plusieurs semaines. Tu dialogueras de cette façon le premier jour, le deuxième jour vous allez faire ça, et puis au bout de 3 semaines vous allez faire ça. En fait, typiquement aujourd'hui c'est l'IA qui a développé via nos corpus un tel savoir autour du sujet qui est capable de prendre en main tous ces sujets de parentalité et de dire aux parents voilà, je vais t'aider. Et quand je ne sais pas, il y a un réseau de partenaires qui va être capable de venir t'épauler quand je ne sais pas ou quand je n'ai pas le droit, parce que typiquement sur de la pédiatrie pure et dure, on ne pourrait pas le faire. Pour que tu vois, les gens se figurent en écoutant ce discours-là, comment ça se met en œuvre directement? Par exemple, moi j'ai un enfant demain, c'est pas le près d'arriver, mais imaginons. Je te le souhaite un jour, quoi. Je veux utiliser Bampa. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est mis en œuvre? Je peux faire quoi? Jusqu'à où ça va? C'est là où on en arrive quand même au business model. Moi, ma conviction est que sur ces sujets-là, les gens ne sont pas prêts à payer de leur poche, mais que depuis le Covid, les boîtes cherchent à tout prix des moyens de à la fois fidéliser leurs collaborateurs et surtout améliorer leur productivité. Et en fait, on a réussi en faisant des études à prouver par A plus B que en fait, les parents perdaient en moyenne 2 heures par jour sur des sujets liés à la parentalité. Quand je dis perdre, c'est qu'en fait, le fait de ne pas avoir de connaissances, quelqu'un sur qui s'appuyer, devait quitter plutôt le travail pour aller chercher un enfant ou devait aller sur Internet faire des recherches, etc. Donc on est allé voir les boîtes en leur disant on va vous aider à améliorer la productivité de vos collaborateurs qui ont des enfants, on parle quand même de 80% des salariés en France, et de trouver un objet de marque employeur sympa pour les fidéliser. Et donc du coup, ça fonctionne de la manière suivante. C'est un SaaS, donc 90% du logiciel, il est le même pour toutes les boîtes au départ, mais il y a un petit niveau de personnalisation via un tableau de bord pour les boîtes pour rajouter plein d'éléments de culture d'entreprise qui vont venir alimenter aussi notre IA pour parfois faire des recommandations internes de perks. Ouais. Et une fois que c'est paramétré, le collaborateur, il a juste qu'à créer son compte, se connecter et derrière, en fait, il est pris par la main. C'est-à-dire que soit il va directement rentrer dans une démarche de ce qu'on appelle un plan d'action. Il va arriver, en fait, nous on va lui dire explique-moi avec toutes les phrases que tu veux, aussi longtemps, s'il faut que ça soit 20 phrases ou une phrase, le sujet que tu rencontres, celui que tu penses qu'on peut t'aider à adresser. Et ensuite, derrière, on va te proposer un plan d'action. C'est une succession d'actions dans le temps avec une mécanique très gamifiée pour t'aider à arriver jusqu'à un résultat. Ça, c'est vraiment le cœur du produit. Et après, il y a aussi tout ce qu'on appelle une marketplace. C'est-à-dire que pour trouver plein de produits, de services autour de la parentalité à des prix négociés, trouver un mode de garde, babysitter, du soutien scolaire, même des produits consommables pour les mamans, par exemple, dans le cadre de leur grossesse. On avait plein de partenariats. On avait des remises qui allaient parce que la boîte, évidemment, existe toujours, de 15 à 55%. Donc, c'était des trucs assez intéressants. Donc, t'es arrivé, on travaillait sur 2 choses. D'une, décharger mentalement les parents avec cet assistant virtuel. Et de 2, développer leur pouvoir d'achat en leur négociant des prix sur des choses essentielles au quotidien. Toi, en tant que papa, du coup, à ce moment-là, comment est-ce que tu arrives à garder la tête froide et à te dire
je fais pas uniquement le produit pour moi et je fais le produit pour tous les parents de France. Est-ce qu'il y a quand même des fonctionnalités que tu as ajoutées parce que foncièrement en tant que père tu y croyais, mais comment est-ce que tu t'arrivais à garder cet équilibre un peu? Alors c'est très lié à mon éducation et c'est très lié, je pense, à mon parcours. Moi, je suis intimement convaincu que il faut souffrir dans la vie pour grandir. Et je pense qu'on a tous souffert d'une certaine façon un jour et ça nous a vachement fait grandir. Moi, tout au long de ma vie, j'ai eu plein d'expériences qui m'ont vachement forgé et je m'en suis rendu compte en entreprenant. Et ce qui fait que typiquement des coups durs qui peut-être auraient démoli certaines personnes m'ont quasiment pas affecté. Après, je vais pas te mentir, c'était dur. Ça a été extrêmement dur parce qu'en fait, j'ai monté cette boîte seul. J'ai dû m'entourer très vite, mais j'étais seul. J'avais honnêtement pas de cofondateur avec qui parler, ce qui m'allait bien aussi parce que je suis un peu parmi ces loups solitaires, mais mine de rien parfois ça pouvait être pesant. Mais donc du coup pour réfléchir, se faire challenger, c'est quand même quelque chose parce que quand tu as que des gens en dessous de toi, même si tu as des associés, un CTO, etc., c'était hyper dur. Mais les évolutions elles venaient du terrain en fait. C'est juste que quand tu sors un produit, que les gens te font des retours, que ça revient 3 fois, 4 fois, 10 fois d'affilée qu'il manque une fonctionnalité, en fait, tu finis par lancer. Et le produit était au début pas exactement celui que je te décris. Au début, il n'y avait pas d'IA, c'était juste une place de marché qui est vraiment en mode tu l'as fait évoluer. Pouvoir d'achat. Exactement. Et en fait, ce qu'on voulait créer, c'était une sorte de swile de la parentalité. Ouais. Très rapidement, on s'est rendu compte que s'il y avait une place pour un swile de la parentalité, un swile aurait rajouté une offre parentalité. Par contre, on s'est rendu compte, ça c'est quand on est rentré à Station F, en discutant avec tous nos pairs, il y avait 80% des boîtes qui venaient de l'IA et c'est quasiment que des PhD. Il y a beaucoup de PhD avec nous dans le batch. Je me suis rendu compte que déjà en parlant avec eux, l'essentiel n'avaient pas d'enfants, mais ils avaient des idées de dingue et ils me disaient mais pourquoi est-ce que toi, tu n'apportes pas la valeur en direct avec l'IA? Deux, c'est pas si dur que ça en fait aujourd'hui, puisque globalement, le gros de la tech aujourd'hui, 90% des boîtes ne développent pas leur propre tech comme un OpenAI, mais vont plutôt créer des surcouches. Pourquoi tu ne créerais pas une surcouche, comme le font la plupart des boîtes? Et trois, en plus, c'est la demande de tes clients. Donc en fait, encore une fois, c'est question de rencontres qui font qu'on est parti dans cette direction-là, mais d'écoute et d'humilité. C'est ce qui est hyper dur quand tu es entrepreneur parce que tu passes jour et nuit à développer un produit. Tu sais intérieurement que ce n'est pas encore le produit du siècle et il faut que tu acceptes qu'en fait, il va falloir tout casser, tout recommencer. Et ça, en fait, j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi. Donc du coup, ce qui fait que ça allait vite. Et d'ailleurs, Benoît, notre CTO, te dirait, lui, pour le coup, appréciait ça et ça allait hyper vite parce que dès qu'il arrivait en me disant, tiens, il y a un nouveau truc, est-ce que ça te dit pas qu'on remette ça de côté? Je sais que c'est ton idée et qu'on aille dans telle direction. Je dis, ok, tu penses que c'est la bonne idée, on y va. Tu arrives à mettre l'ego de côté pour te dire. C'est mon ego qui m'a fait lancer Bampa, mais après, je l'ai mis de côté et ça m'a aidé à franchir ces différents paliers. Comment tu décrirais cette période de Station F? C'est quoi que ça t'a apporté et tout? Parce que tout le monde l'idéalise et tout le monde voit ça comme un endroit extraordinaire, mais toi, ton ressenti perso? Alors, pour info, Station F, je connaissais bien parce qu'on avait fait le lancement à l'époque de Madines avec Roxane Varza, on se connaît depuis 10 ans et donc du coup, je trouvais que c'était la boucle bouclée. On les a aidés, on a travaillé avec eux au lancement, puis après, il s'est passé plein de choses. Et là, pour être franc, je suis allé très vite candidater. Je ne lui ai pas écrit en fait Roxane en me disant tiens, me donne un petit coup de boost, mais j'ai candidaté en mode ce sera même process que pour tout le monde. J'ai pas été sélectionné. J'ai reçu un petit message gentil me disant je pense que c'est trop tôt. Puis on ne sait pas trop si le marché est assez profond. On a plein de beaux dossiers, donc on ne sait pas si c'est bon dossier. Et en fait, ils sont revenus vers moi quelques mois après en me disant on va clôturer un batch. Et en fait, on avait vu ton dossier la dernière fois. Où t'en es aujourd'hui? Viens, on se fait un coup de fil. Bon, en fait, c'est nickel, candidate. Et en fait, je suis rentré comme ça dans le batch, le founder programme de Station F. Et écoute, moi, je trouvais ça bien d'une parce que ça me permettait d'avoir des bureaux. Et avec l'équipe, on n'arrêtait pas de passer de bureau en bureau. On était pas sur des bureaux fixes, donc c'était un peu chiant. Et bosser dans cet endroit qui faisait rêver clairement. Je te disais que je bossais essentiellement avec des ingénieurs. En fait, c'est des gens... Arriver à Station F, pour eux, c'était presque une concrétisation. Donc, c'était sympa. Voir d'autres entrepreneurs, échanger avec eux, c'était top. D'ailleurs, dès qu'on se quitte tout à l'heure, j'ai un de ces entrepreneurs au téléphone pour qu'on prenne des nouvelles. Donc, pour te dire, on a vraiment créé un socle d'entrepreneurs très fort. Et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs beaucoup plus avancés que moi à certains moments, parce que le réseau de Station F, il est hyper dense, hyper profond. Voilà, donc moi, je le vois vraiment comme un lieu qui m'a permis...
vraiment de me booster et de ne pas rester enfermé dans nos bureaux avec l'équipe à juste s'auto-convaincre que notre produit était le meilleur et que ça fonctionnerait. Je pense que c'est un lieu qui est fait pour ça. Et puis il y a un point qui est hyper aussi important, c'est que c'est un fleuron de l'entrepreneuriat. Quand tu rentres à Station F, tu es sollicité. On a été sollicité par des boîtes, potentiels clients, par des fonds d'investissement. Pour des levées, etc. Pour des levées, ouais. Alors c'était trop tard parce qu'en fait, on venait de lever, on était en train de clôturer notre levée. Mais, vous aviez levé combien? Ça, je peux pas de montant, mais en gros, au total, on va se rapprocher du million. On serait rapproché du million levé en 2 tours, Business Angel et VC. Et c'était des fonds incroyables, internationaux, tu vois, du Andreessen Horowitz, des fonds scandinaves, des choses comme ça. Donc on va parler un peu maintenant de l'exit, parce que c'est une période, tu vois, tu en as beaucoup qui parlent de j'entreprends, je fais vivre la boîte et tout. L'exit, c'est aussi une vraie période de la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Donc je pense que ça va intéresser certains. Donc tu as revendu Bampa à la société Les Parents Zen, qui en a fait Zen Plus, ou Zen Plus, je sais pas comment. Bampa est devenu Zen Plus. Zen Plus. Dans un souci de cohérence, ce que je comprends, ils ont voulu changer par le nom. rapport à Les Parents Zen, ouais. Donc comment est-ce que ça s'est un peu déroulé? Comment tu t'es fait approcher? Et surtout, pourquoi toi, à ce moment-là, tu as décidé de lâcher ton petit bébé? Encore une fois, rien n'est dû au hasard, tout est lié à des rencontres. Moi, j'avais une conviction dès le premier jour, et je ne la cache pas. Je savais qu'en créant Bampa, ça n'allait pas être le projet de ma vie, que je n'allais pas y rester 20 ans, que j'allais lever des fonds et qu'à partir du moment où tu lèves des fonds, à un moment donné, tu revends ta boîte. Ou tu l'arrêtes. Mais à un moment donné, je savais que ça allait être un hack, ce projet. Et en fait, ma stratégie, dès le premier jour, ça a été d'aller le plus vite possible, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire de faire le plus de bruit possible dès le premier jour, parce que je me suis dit que ça servira à tout le monde, au premier lieu les parents, et aussi parce que ça attirera forcément... je suis un marketeur à la base, hein, donc tout est codifié, y compris la levée de fonds. Et ça s'est passé exactement comme je le pensais. C'est-à-dire que dès que j'ai annoncé que je montais le projet avec les bons mots, des fonds d'investissement sont venus me voir. Ça faisait partie de ma feuille de route parce que je voulais recruter, parce que je ne voulais pas avoir de cofondateur. Donc en fait, en gros, au bout d'un mois, 2 mois, on clôturait première levée avec des BA pour aller financer le recrutement au début d'équipe, parce qu'avant c'était externalisé. On a développé le MVP, qu'on a commencé à confronter à des clients pour avoir un minimum de ref pour aller voir à nouveau. Ça faisait même pas 6 mois qu'on avait levé des fonds d'investissement pour relever. Donc là, je te dis, on a immatriculé en juillet, en septembre, on levait. En janvier, donc en septembre, on clôture la levée de fonds. En janvier, je redémarrais une nouvelle levée de fonds. Avec du coup ce produit qui commence à se développer, ce produit qui était sur le marché, c'était nécessaire, avec des débuts de boîtes chez lesquelles on commençait à implémenter. En juin, on clôture notre levée de fonds. Et pour arriver à ce sujet, rien n'est dû au hasard, c'est que le fonds d'investissement, gros fonds d'investissement qui a investi chez nous à ce moment-là, en fait, il a fait appel à un certain nombre d'acteurs pour leur demander ce qu'ils pensaient du dossier. Okay. Et en fait, ce que j'avais compris du marché en le lançant, c'est qu'il était monopolisé par les groupes de crèches. Quand tu parlais de parentalité d'entreprise à l'époque, globalement, tout se résumait aux 0-3 ans de l'enfant et au fait qu'on prenait des places en crèche pour les collaborateurs. Et ça, c'était mon combat et ma ligne éditoriale du début à la fin, de dire, il n'y a pas que ça dans la vie. La parentalité, déjà, elle ne commence pas à 0 ans de l'enfant, mais à moins 9 mois quand le projet est en cours. Et elle ne s'arrête jamais, puisqu'en fait, quand l'enfant est indépendant, en fait, on commence à s'occuper de ses propres parents ou d'un frère et d'une sœur qui sont dépendants. Donc, on rentre dans de l'aidance. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est totalement hypocrite de résumer la parentalité aux 0-3 ans. Et encore plus hypocrite de donner 100% des subventions d'État et 100% des budgets des entreprises à des sociétés juste pour des berceaux. Alors, j'entends le sujet, parce que si tu n'as pas de mode de garde pour ton enfant, tu ne vas pas au travail. Mais voilà, mon cheval de bataille, c'était de montrer ça. Et donc, je savais que j'allais avoir les groupes de crèche contre moi, mais d'un autre côté, que les groupes de crèche, ils n'allaient pas avoir d'autre choix qu'à un moment donné s'aligner et commencer à se diversifier avec des offres un peu plus holistiques. Et ça n'a pas manqué, puisqu'en fait, les groupes de crèche ont été sollicités par le fonds d'investissement, dont un qui s'appelle Les Parents Zen, dont j'adore le fondateur. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que c'est eux et pas d'autres avec qui on a avancé. A dit, franchement, foncez, investissez et présentez-le moi. Parce qu'on essaie de se diversifier depuis 3 ans
justement pour ne pas se limiter aux crèches. Notre métier, ce n'est pas le numérique. On a mis énormément, je parle pour lui, énormément d'argent sur la table pour quelque chose qui ne marche pas. Et donc, on aimerait bien rencontrer cet entrepreneur pour voir ce qu'on peut faire ensemble et peut-être un partenaire de distribution. Voilà. Et donc là, le plan était enclenché. Alors, je ne savais pas à l'époque que j'allais lui vendre, mais en tout cas, on commençait à discuter et déjà, on a un super échange d'entrepreneur-entrepreneur. Et ça, on était en juin au moment où on levait des fonds. Et très rapidement, donc comment s'appelle, le partenariat va pour être mis en place. On arrive à la fin de l'année au moment de signer. Et là, à ce moment-là, j'ai une double intuition. La première, c'est que mon board va changer. Il y a un changement au sein du fonds qui avait mis le plus d'argent. Je me suis dit, des personnes qui n'ont pas investi dans mon projet rentrent dans le board, je le sens moyen. De deux, commercialement parlant, c'était le seul truc qu'on n'avait pas craqué. Ça mettait un temps fou en fait à signer et on ne comprenait pas pourquoi. On avait vraiment tout essayé. J'avais recruté un sales. Enfin, c'était hyper compliqué. Donc je me suis dit, voilà, ça plus à titre perso, je commençais vraiment à être fatigué. Donc je me dis 3 signaux. Et là, mon intuition, c'était de me dire, mais attends, en fait, je suis sûr à 100% que ce que veut le groupe de crèche en question, c'est de tester et de nous racheter. C'est la suite logique. En fait, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'ils nous laisseraient déployer avec d'autres groupes de crèches alors que je sais qu'on va mettre en place un partenariat qui va être game changer. On savait qu'on allait multiplier par je ne sais combien de chiffre d'affaires parce que globalement, tous leurs clients allaient prendre Bampa. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis sûr qu'ils nous testent et qu'il va falloir nous racheter un jour. Et moi, à l'instant T, c'est maintenant que ça m'arrange parce que commercialement parlant, je suis convaincu que si je m'adosse à une grosse boîte qui a déjà le réseau de clients, on va exploser en termes de chiffre d'affaires. De deux, je commençais vraiment à être fatigué, ça va me permettre aussi de lever un peu le pied. Et en plus, voilà, je suis sûr qu'il serait totalement ouvert. Et donc, j'ai amené le truc sur la table juste avant de partir aux vacances de Noël. Il m'a dit laisse-moi réfléchir. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'entre-temps, on m'a introduit d'autres groupes de crèches avec qui j'ai parlé, 2 groupes de crèches en l'occurrence du sujet, qui m'ont dit on est aussi intéressés. Moi, je me suis dit mais en fait, c'est sûr, il y a au moins un des 3 qui va vouloir nous racheter. Et dans ma tête, je commençais à me dire ok, la sortie, elle est maintenant. Ma sortie, je la voyais plutôt à horizon 5-6 ans, avec une boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires, dizaines de millions de chiffres d'affaires, donc avec un très gros ticket. Mais en fait, là, aujourd'hui, ce qu'on va vendre, c'est une boîte plutôt un actif technologique précieux, indispensable pour ces boîtes-là. Et honnêtement, cette opportunité, elle se représentera peut-être pas parce qu'on commence à avoir des concurrents qui se montent. Ils vont potentiellement recruter les bonnes personnes en interne pour développer eux-mêmes. Donc, vas-y, Vincent. Je me suis dit, vas-y, fonce. Et donc, voilà, on est revenu des vacances de Noël. On a entamé les discussions. Et au bout de 3 mois, c'était closé. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que justement, il y a eu un changement dans mon board. Tout le monde était un peu agacé du fait que je veuille vendre parce qu'ils avaient une conviction profonde qu'on allait faire un truc de dingue. Parce qu'aux US, il commençait à y avoir des boîtes qui devenaient des licornes sur ces sujets-là. Et puis rapidement, de fil en aiguille, ils ont bien senti qu'en fait, c'était ce que je voulais faire. Et voilà, et c'était des gens top. Et en l'occurrence, le fonds d'investissement était bien content de récupérer son argent parce que c'était pas les mêmes personnes et ça leur a permis d'aller investir dans d'autres boîtes. Et donc voilà, donc on a vendu la boîte, 100% des titres, dans une mécanique assez classique, cash out et earn out. Donc c'est pas encore terminé, mais en l'occurrence, moi, je suis sorti de la boîte fin d'été, enfin à la rentrée, et pour lancer une nouvelle aventure dont on pourra parler. Le prix de la vente, il est public ou... Non, le prix de la vente, il n'est pas public. Et, et celui-ci, pour le coup, je ne peux pas communiquer non, mais dessus. C'est juste savoir, parce que j'ai une question à propos du prix, qui du coup n'est pas de demander le prix, mais plutôt de savoir ce qui comptait, toi, le plus, si on parle hors argent, tu vois. De lâcher ton bébé, c'était quoi le plus important pour toi? En fait, déjà, je me suis dit... c'est toujours une question d'intuition, je suis un gros instinctif. Je me suis dit, j'ai appris en 2 ans, c'est un truc de dingue. Et je suis convaincu que ma place, elle est ailleurs. Que je ne suis pas né pour monter un SaaS, mais pour faire d'autres choses, que le passé m'a montré que c'était le cas. Et donc, j'avais très, très envie d'aller... Enfin, à un moment donné, quand on a commencé à discuter de la vente, le day one, où je savais que j'allais vendre parce qu'en fait, j'avais plusieurs boîtes sur le coup, j'ai totalement switché et ça m'a déjà aidé. Deuxième chose, c'est que en fait, le truc le plus important pour moi, ça aussi, c'est une question d'ego, je pense, c'est de me dire que Bampa devient une grosse boîte, une grosse machine. En fait, en l'occurrence, c'est resté une entreprise à part entière, avec ses propres comptes. Elle n'a pas été fusionnée avec les parents Zen. Et en fait, mon souhait le plus profond, il est que cette boîte-là atteigne l'objectif que je me suis fixé, mais même sans moi.
Et je prédire dans quelques années, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec Madines à l'époque. En fait, je suis content. J'étais à l'origine de ce truc-là. Aujourd'hui, ça se développe. Ça a permis de créer des emplois, créer de la valeur, apporter énormément de choses à nos utilisateurs. Et voilà. Et puis financièrement parlant, évidemment que je pense que si j'avais rien financièrement à y gagner, peut-être que je me serais plus posé des questions. Mais c'est clairement pas. C'est ce qui arrive en bout de chaîne, puisque j'en ai fait un post sur LinkedIn, mais même si je te partageais les montants, tu me dirais ah ouais, ok. Et en fait, derrière, la vérité, c'est que c'est bien de vendre sa boîte, mais derrière, quand tu vends une boîte, déjà, il faut voir combien tu as de parts. Moi, au moment où on a vendu, j'avais quasiment 70%, même 70% du capital de la boîte, ce qui n'était pas rien. Mais on avait signé un pacte d'associés avec une clause de liquid pref qui faisait que les invests récupéraient leur argent avant que je touche de l'argent. Donc je savais que d'entrée de jeu, à moins de vendre la boîte, je sais pas, à 2 millions, 3 millions, 4 millions, il allait falloir que soit je fasse une croix, soit je négocie bien. Évidemment, j'ai négocié et en fait, tes invests, dont c'est le métier, ils sont pas fous. Ils savent qu'en fait, c'est toi qui vas driver la vente et que si en fait, ils activent la clause de liquid pref à 100%, tu seras pas motivé et tu partiras. Donc en l'occurrence, ça m'a permis de toucher à quelque chose, mais pas oublier qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi et mon rôle en tant qu'entrepreneur, c'était d'abord de rembourser et d'offrir éventuellement un petit pécule supplémentaire à mes investisseurs, VC d'ailleurs avant BA, parce que c'est ça qui est injuste, c'est qu'en fait les BA qui ont pris le risque, ils arrivent après les VC, ils arrivent après l'entrepreneur, ils arrivent en dernier en l'occurrence. Pourquoi dans ça la clause de liquid pref, parce qu'en fait, quand un VC rentre au capital et te fait signer une clause de liquid pref, elle s'applique pour eux exclusivement et pas pour les autres. Mais sauf qu'en fait, ça veut dire quoi la clause de liquid pref? C'est-à-dire que tant que j'ai pas récupéré mon argent, tu n'en auras pas. Et en fait, l'argent restant, il est généralement au prorata départ. Mais vu que j'avais 70% du capital de la boîte et que mes BA en avaient peu, parce qu'ils se sont fait diluer avec la deuxième levée de fonds, au final, ils savaient qu'ils n'allaient pas toucher grand-chose, quoi. Donc c'est important qu'ils touchent quand même qu'ils touchent quelque chose, mais c'est pas eux qui se sont enrichis dans l'histoire. Mais je le faisais vraiment pas pour ça. Je le faisais vraiment parce que je te dis, ma conviction, c'est que le meilleur moyen que le projet continue à grandir, c'était de le vendre. Ça, c'était évident. Et je commençais à être vraiment, vraiment, vraiment fatigué. C'est pour ça que je te posais la question, mais on tease un petit truc depuis tout à l'heure, et les gens qui te connaissent et qui aiment bien ce que tu fais, je pense, sont là aussi un petit peu pour ça, parce qu'on en a parlé au début. J'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle Mira. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu du coup? Ouais, tu fais partie des premiers à avoir un peu inspecté et à qui j'ai donné des bons indices, puisqu'on a lancé la page LinkedIn là, il y a quelques semaines. En gros, très très vite, quand j'ai commencé à lancer le processus de vente de Bampa, je l'ai annoncé autour de moi et j'ai commencé à avoir des discussions forcément, rentrer dans des process de recrutement, monter des boîtes, etc. Et encore une fois, le hasard n'existe pas, les rencontres font tout. Le timing c'est pour moi, je considère que c'est pas ma bonne étoile, puisque je considère juste que j'ai fait le taf et en fait les choses se présentent au bon moment. Mais un très bon copain, ancien associé de l'époque de Madines, vient me voir. On est parti en même temps de Madines, donc il y a 4 ans. On s'est juré qu'on monterait une boîte ensemble. Et vient me voir en me disant, écoute, tu vends la boîte, tu vends Bampa, est-ce que c'est pas le moment qu'on monte une boîte ensemble? On t'a pas attendu, figure-toi qu'avec d'autres personnes que tu connais bien, on bosse sur un projet et en fait on attend que toi. Franchement, honnêtement, si tu viens, on va lancer le truc, c'est sûr, sinon on prendra notre temps, mais on finira pas le lancer. Il s'avère que c'était... Je peux pas les citer malheureusement aujourd'hui parce qu'eux ont aussi leur transition à faire et ils souhaitent pas qu'on communique sur leur nom aujourd'hui, mais un de mes anciens associés, un très bon client de l'époque et un très bon prestataire de l'époque. Donc on ne voit, c'est pas le hasard. 3 des personnes parmi lesquelles j'ai le plus aimé travailler, pour qui j'ai le plus d'estime, viennent me voir en me disant, est-ce que tu veux pas monter ce projet avec nous? Et l'idée initiale, c'était juste de mettre du temps, de l'énergie, un peu d'argent, puis après, derrière, d'aller recruter une équipe pour diriger ce projet. Et moi, je ne l'ai pas compris comme ça. J'ai compris comme, vu que tu vends ta boîte, tu vas chercher une aventure, est-ce que tu veux la diriger? Je leur ai dit, les mecs, oui. Et puis la boîte, pas de problème pour la gérer. D'ailleurs, qui parmi nous la gère? Et en fait, ils ne pensaient pas que j'étais motivé et que j'allais te motiver à le faire. Et donc, du coup, tout s'est fait en quelques semaines. On a laissé la vente se faire. On a laissé passer quelques semaines parce que ça me prit quand même pas mal de temps au début, le process de passation. Et rapidement, quand ça commençait à décélérer il y a quelques mois, là, on s'est mis à fond sur le projet qui s'appelle Mira, qui est un retour aux sources.
je vais te dire ce qu'on fait, mais je vais pas explicitement le dire comme ça. Les gens t'enverront des messages ou m'enverront des messages s'ils sont curieux. Mais il y a aucun hasard. C'est-à-dire que ce que je sais faire depuis le début, c'est créer les marques, c'est de les mettre sur orbite. Personne ne t'attend, t'arrives à sortir du lot, manier les mots, positionner, ce genre de choses. Et donc, ce qu'on lance, c'est une boîte dans le service marketing. Et l'idée, c'est d'aider les entreprises. Alors, la boîte a été matriculée il y a quelques semaines. On a déjà nos premiers clients qui sont plutôt des boîtes type CAC 40. Comment est-ce qu'on les aide à revoir un peu leur récit et sortir de leur période, leur problématique, leur période de crise ou pas forcément des périodes de crise, mais liées à des opportunités pour justement réussir à sortir du lot. Mais ça peut être aussi bien sur de la crise, sur des sujets financiers, sur des sujets RH, sur des sujets produits. Voilà, tout ça tourne autour d'une chose qui est la communication. Et donc, voilà, on lance une boîte qui s'appelle Mira, dont je dirais pas beaucoup de choses en plus pour l'instant parce qu'il faut se laisser un peu de temps. Et à la différence des autres projets, j'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie d'avoir plein de clients avant de commencer à communiquer sur le sujet. Et voilà, c'est un retour aux sources. On avait envie de le faire. On le fait parce que depuis Madines, j'ai des sollicitations à peu près, honnêtement, depuis 4 ans, toutes les semaines, pour du conseil, pour ce genre de choses. Maintenant, le sujet, c'est comment on tire parti de tous les outils qui sont développés aujourd'hui, notamment de l'IA, pour justement venir créer une boîte qui va aider justement d'autres boîtes, mais voilà, à continuer à grandir, à se développer dans un monde aujourd'hui totalement instable, dans un monde plein d'opportunités, et comment on le fait vite et bien avec l'IA. Bah déjà, félicitations, c'est un beau projet. Moi, évidemment, je suis toujours sensible à tout ce qui est lié au monde de la communication et autres, parce que c'est de là où je viens, donc je suivrai avec grand plaisir. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller suivre ça aussi. Mira, M-Y-R-A. Mira, si ça vous intéresse, mais Mira parce que mirar, c'est regard, et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de nouvelles perspectives, de nouveaux regards sur notre société. Et le Y parce que c'est notre génération, parce que c'est la lettre de l'innovation, et voilà, c'est un petit. C'est pour ça que OVNI avec un Y aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que quoi ? Que OVNI avec un Y. Exactement. Mais donc tu vois, le Y, je trouve que ça. Et puis même, ça a du flow, en vrai. Ça a du flow. Exactement. Et voilà, pour la petite anecdote. On arrive sur la fin. Avant ça, il y a un jeu qui s'appelle le juge du newbie. C'est un jeu, en plus en l'occurrence des papas, avec des questions qui pourraient être posées par des enfants. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont assez naïves, candides, qui attendent une réponse simple. En l'occurrence, la première question c'est comment d'être papa et entrepreneur. C'est génial. C'est génial parce que je crois que j'aurais adoré être athlète de haut niveau. D'ailleurs, je fais beaucoup de sport pour ce côté dépassement soi, très cardio. En fait, être sportif, c'est être cardio. En fait, être entrepreneur et papa, c'est hyper cardio. J'adore parce que les bas, ils sont très bas, mais ça, on les met de côté. Le cerveau est bien fait, il oublie. Mais les hauts sont extrêmement hauts. Et pouvoir partager tes hauts quand t'es papa dans ta boîte et d'un autre côté, partager tes hauts d'entrepreneur avec tes enfants, c'est génial. C'est quoi un bon papa ? Je me suis jamais vraiment posé la question. C'est peut-être ce qui fait. Même si j'espère depuis le début être un bon papa. Ouais. Souvent, quand on se pose pas la question, en général, ouais. on y va à sa manière. En fait, c'est dur. Déjà, c'est dur de savoir si tu es un bon papa ou pas. On a toujours tendance à dire que tu l'es à partir du moment où tu es présent, mais je pense que c'est plus que ça. Un bon papa, je pense que c'est quelqu'un qui aide ses enfants à grandir en trouvant le juste milieu entre l'omniprésence et l'absence. Tu vois, je pense qu'un papa qui est absent, il apportera rien à ses enfants. Et donc, c'est un mauvais papa. Un papa qui est trop présent, et je parle vraiment des enfants qui ont 2 ans comme 20 ans, qui est trop présent, à savoir à trop vouloir mettre sa patte. On a tous eu ça, un papa qui voulait te forcer à faire du karaté alors que t'aimes pas ça, une maman qui voulait te forcer à aller faire de l'allemand alors que tu fais de l'espagnol, toi tu voulais faire de l'espagnol, même si on sait que c'est pas pour des raisons scolaires. Bref, en fait, je pense que c'est ce juste milieu qui fait que t'es un bon papa. T'es toujours présent quand il faut, mais pas omniprésent et surtout pas absent. Je pense que c'est ça, un bon papa. On en a parlé un petit peu, mais là, du coup, c'est essayer de le prendre sous le prisme, comment tu l'expliquerais potentiellement à tes enfants. Pourquoi on vend une entreprise ? Ouais,
C'est une bonne question. Mes enfants, je leur parle de business depuis toujours. Et d'ailleurs, juste pour petite anecdote, mais pas mal de monde autour de moi me dit à chaque fois, ton premier salarié, c'était ton fils, parce que mon fils, j'ai monté Bampa, j'ai pris 4 mois de congé pat, grâce à, et je la remercie encore, Agnès, qui était la CEO de Future for Care à l'époque, qui m'a dit, tu montes un sujet sur la parentalité, une boîte sur la parentalité. En fait, la première chose, c'est de montrer l'exemple et on va faire ça. Donc, je la remercie encore pour ça. Et je bossais sur les siestes de mon fils. Et ça m'arrive plus d'une fois qu'il y ait des interruptions, ils se réveillent, qu'ils viennent avec moi et mon ordinateur finir des visios. Et donc, c'est la première personne qui m'a écouté parler, pitcher, etc. Donc, je pense que lui, il va avoir ça dans le sang parce que pendant des mois, il entendait parler BP et autres. Et donc, comment on explique ça je pense que ça reste quand même abstrait un certain temps. Ça reste abstrait un certain temps. Déjà, expliquer le business. Moi, j'ai toujours expliqué à mes enfants que rien n'était gratuit et que tout valait quelque chose, du temps ou de l'argent. Et qu'en fait, c'est pour ça que travailler était hyper important. Travailler à l'école, c'était important. Ça te permet d'avoir le travail plus tard que tu veux. Et travailler, c'est important parce que ça te permet de t'accomplir et surtout avoir de l'argent pour vivre, quoi. Et ça, je dois essayer de leur expliquer. Et tu vois, typiquement, quand on passe devant les impôts, en fait, mes enfants savent ce que c'est les impôts. À quoi ça sert. Et promis, je leur ai pas dit que c'était des voleurs. Ils ont entendu les traumatismes, les pleurs. Et la vente, c'est une bonne question parce qu'en fait, ma fille, au-delà du business, ma fille m'a posé des questions. En fait, elle ne comprenait pas que j'allais changer de travail. Ouais. Elle était un peu triste. Elle ne comprenait pas parce que je pense qu'elle a transposé ça avec son école, comme si elle devait changer d'école. Et je lui ai dit que c'était super. Et je lui ai dit que c'était beaucoup d'entrepreneurs en rêvaient. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens, j'ai dit la manière suivante, j'ai dit il y a des gens qui aiment beaucoup le travail de papa, tellement ce qu'on a fabriqué avec nos mains, qu'en fait, ils veulent le récupérer. Et du coup, elle pensait qu'ils voulaient le voler. J'ai dit, en fait, non. Pour pas que ça soit du vol, moi, je leur ai dit, OK, mais il y a des conditions. Et les conditions, c'est de l'argent. Et donc, du coup, de l'argent pour d'autres personnes, de l'argent pour moi. Et c'est trop bien parce qu'avec cet argent-là, en fait, je vais pouvoir recréer une entreprise et faire d'autres choses, quoi. Et alors, des fois, c'est abstrait, des fois, elle comprend. Mais voilà. T'es pas prêt, là, des négociations qu'elle va te faire pour aller dormir chez les copines, pour avoir le prochain jouet ou quoi. Elle va te dire, non, mais en fait, moi, je veux ça, mais je te donne une compensation parce que je veux ça. Ça va être terrible. Tu t'imagines même pas. J'ai toujours fait le malin en disant, mais moi, les jours, mes enfants ont négocié, mais en fait, ce sera même pas un sujet. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je considère, et les gens autour de moi te diront, une des plus grandes forces que j'ai dans mon parcours, c'est justement la négociation. Que ça soit commercial, financière, etc. Mais avec mes enfants, mais je suis... Tu négocies pas, tu donnes. Je suis nul, je me fais bouffer. Y compris mon fils qui a 2 ans et demi maintenant. Mais pour une raison très simple, je pense, c'est juste que il y a énormément d'affect. Quand tu mets de l'affect, ça c'est aussi un bon enseignement. Dans les échanges, c'est compliqué. Ton interlocuteur, ils font, quoi. Et en l'occurrence, moi, je me fais avoir. Mais ma fille, elle négocie. Et puis, elle a une manière de négocier qui est vraiment la mienne, c'est qu'en fait, elle laisse pas le choix. Tu sais, c'était le cas sur le sujet de la vente ou même sur du commercial. Le sujet, c'est pas est-ce que vous voulez, c'est vu que vous allez le faire, parce que je le sais, en fait, du coup, vous allez faire ça. Bon, voilà, parlons-en, on va aller dans cette direction. En fait, ma fille, elle veut un truc. C'est comment est-ce qu'on fait ça? Ouais, c'est ça, c'est bon. J'ai très envie de ça. Je vais l'avoir. Est-ce qu'on peut dessiner un chemin pour l'avoir? C'est ça. Tu sais, papa, il y a ça. Donc, du coup, je pense que je devrais avoir ça. Ok, ma chérie, continue ton argumentaire et on y va. Mais toujours avec la lucidité de ne pas blesser les gens, et puis d'écouter quand même. Après avoir vendu ton entreprise, est-ce que c'est comme des vacances géantes? Ouais. 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 C'est quoi l'après, le lendemain? Bon, du coup, tu as supervisé la vente après, mais là, tu vois, t'en es sorti. C'est quoi de l'après? Honnêtement, je pensais que la passation allait être beaucoup plus longue et complexe que je l'imaginais. Ouais. Alors déjà, aux personnes qui nous écoutent, qui ont un peu d'expérience d'entrepreneuriat, vous avez peut-être trouvé ça bizarre que je vende ma boîte, que je parle de montant, etc. Et qu'en fait, je sois déjà parti de la boîte. Généralement, tu as un earn-out, ce qui est le cas pour nous. Il y a un earn-out au bout de 3 ans. Et donc, l'entrepreneur, il reste 3 ans. Et quand il négocie bien, il part au bout de 18 mois. Moi, dès le jour 1, j'ai dit que je voulais partir, faire autre chose. Parce que dès le jour 1, je me suis dit, c'est pas fait pour moi d'être salarié d'une autre boîte. J'arriverai pas. Et je pense que je voudrais monter très rapidement une autre boîte, ça n'a pas manqué. Parce qu'en fait, on a dealé ça et des semaines après, quand on me parlait d'entrepreneuriat, je voulais replonger. Donc, juste pour expliquer, le contexte, c'est que j'avais très bien négocié dès le départ. J'ai vendu la boîte en avril. En octobre, je devais partir. Après, on a renégocié parce que les parents zen devient un de mes clients. C'est-à-dire que
l'accompagnement que je vais leur faire là entre septembre et octobre devient en fait un accompagnement de prestation de service parce que on a fait un super travail entre avril et fin juillet, Okay. et en fait moi avec toute l'honnêteté que j'essaye d'avoir, je suis allé les voir en disant écoutez, je veux bien que vous me payiez, Là, je ne sers plus rien. mais en fait vous allez me payer honnêtement pour pas grand chose. Donc plutôt, si vous voulez de la vraie valeur, on va convertir ça en prestation de service via ma nouvelle boîte. Et c'est ce qu'on a fait. Dingue. Donc toujours réussir et en plus ça me permet d'avoir des références. Et donc en fait, pour répondre à ta question, 31 juillet, officiellement j'ai terminé. Et donc j'ai eu un mois d'août, qui est le mois d'août le plus pisse que j'ai jamais eu de ma vie. Alors on a eu un décès dans la famille malheureusement qui a un peu refroidi l'ambiance parce que forcément hein, tu sais ce que c'est. Mais en tout cas, déjà entre les dernières semaines de passation, ces vacances-là, et maintenant qui est le début de l'aventure où honnêtement j'ai peu de poids sur les épaules parce que on démarre, il y a l'expérience qui va avec, ça va très très vite parce qu'on se base sur nos 15 ans d'expérience respective et les choses découlent. Tu regardes ma montre là, mon cœur, mon BPM moyen, ouais, mon BPM, non, mon BPM a toujours été très bas, mais en l'occurrence je sens que je suis beaucoup moins crispé quoi, et beaucoup moins tendu, et c'est génial. Et honnêtement c'est génial parce que tu sais, je te disais, je pense qu'il faut souffrir pour prendre du plaisir dans la vie. Quand tu passes 2 ans à monter une boîte en franchissant toutes les étapes x3, parce que c'est ce qui s'est passé en fait, hein, créer une boîte, sortir le MVP, lever des fonds, relever des fonds, vendre en 2 ans, en fait ça veut dire que tu dois aussi faire des sacrifices parce que tu vas 3 fois plus vite, et en l'occurrence passer de ce rythme-là à un rythme où honnêtement les parents zen à jouer le jeu tout de suite, les collaborateurs en termes d'intégration, on savait directement qui allait prendre la main, qui allait me remplacer à la direction, ça s'est fait très vite. En fait je me suis assis sur ma chaise, je me suis dit maintenant je fais mon travail comme je peux pour la passation, et je savoure, honnêtement, et je dors la nuit, et le week-end je peux ne pas ouvrir mon ordinateur, c'est chouette, mais je suis content de réentreprendre, honnêtement je suis content. Moi, j'imagine que ça va être un sujet aussi dans ta nouvelle boîte, mais où l'IA aide vraiment et où il faut encore un humain? Où il faut encore un humain aujourd'hui? Ouais. Et où il faut... Ouais, en fait, c'est une très bonne question, et mon point de vue d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 6 mois. Je vais te répondre de la manière suivante. Mon expérience de les parents zen m'a permis de comprendre pourquoi on avait du mal à vendre, même si c'était un logiciel, et parce qu'on mettait pas assez d'humains dans notre approche. Pas forcément des humains dans l'équipe, mais dans le dialogue. En fait, aujourd'hui, on est encore dans une société où il y a besoin de l'humain. Et je pense qu'il y a besoin de l'humain, globalement, partout, sauf sur des trucs que tu peux automatiser. Typiquement dans les usines. Les tâches redondantes, quoi. Mais tu as besoin de l'humain. Tu as besoin de l'humain. Et tu vois, l'industrie créative que je connais très bien, par exemple, on dit que, dans un premier temps, on disait que l'IA allait remplacer les cols bleus, puis après que c'était, les blouses bleues, et après que ça allait être les cols blancs. Là, c'est plutôt l'inverse. En fait, en l'occurrence, bien sûr que demain, tu es une agence, par exemple, tu reçois un brief, tu gagnes tellement de temps avec l'IA. Par contre, pour les pitcher, apporter un supplément d'âme, trouver le bon don, la bonne approche, ça, l'IA elle est complètement larguée. Et dans les métiers humains, du social, parce que c'est ce qu'on faisait avec Banpa, en fait, c'était du social, on s'est rendu compte qu'on avait, en fait, le problème, c'est qu'on avait créé une Ferrari sur un marché qui n'avait pas encore besoin d'une Ferrari et qui aurait pu se contenter d'une Mégane, en fait. Sous-entendu, le cœur du problème, c'était l'oreille attentive et les coups, et débunker, solutionner des problématiques. Il n'avait pas besoin d'aller aussi loin. En l'occurrence, le Parzen est content parce qu'ils ont gagné 5 ans en intégrant une solution comme celle-ci dès aujourd'hui. Mais on aurait pu, en fait, dans le trait de jeu, juste mettre... moi, j'aurais pu me faire une formation. Et de coach ou autour de la parentalité, coach en parentalité. Et en fait, j'aurais pu bien aider les parents. Sauf qu'en fait, en l'occurrence, parce que c'est ce que voulaient les parents, on a voulu aller plus vite. Et dans quelques années, je pense que l'IA aura pris le pli, sera partout. Je pense que les gens se voilent un peu la face parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de thérapies de couple qui sont faites sur ChatGPT. Il y a de plus en plus de personnes qui vont sur ChatGPT, qui ont ChatGPT comme ami ou comme consultant. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as besoin encore d'avoir de l'IA, de l'humain un peu partout. Là où il y a des gens, tu as besoin de... La dernière question que je pose à tous les invités, c'est sur la valeur fondamentale de mon média, qui est la culture de la différence.
L'idée, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure d'homme et de conviction, de vision. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ta personne, dans ta différence, tu as réussi à faire marcher des boîtes qui, potentiellement, avec le même nom, les mêmes clients, le même background, n'auraient pas marché si ça n'avait pas été toi? C'est dur pour moi de répondre à ça. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'échanger. J'ai ma petite idée, mais les personnes avec qui j'ai travaillé. Et c'est marrant que tu parles de ça enfin, parce qu'on aurait presque pu faire tout l'épisode là-dessus, tellement, je pense, ça fait 15 ans bientôt que je bosse. Je me rends compte que c'est le truc le plus important. Je te parlais de fidélité au début. Et en fait, la fidélité, elle vient pas par hasard. Et pourquoi elle est importante? Parce qu'en fait, quand tu travailles avec des gens de confiance, tu vas beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus loin. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, je pense que le problème, c'est que les business que j'ai créés, je pense que personne d'autre aurait pu les créer de cette façon-là pour 2 raisons. La première, c'est que alors, je suis très attaché au personal branding. Quand tu fais du personal branding, en fait, le truc qui est cool, c'est que tu développes rapidement l'image et la notoriété de ta boîte, mais elle est très associée à ton nom. Ça, c'est un problème, mais en même temps, ça va vite. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ça n'a pas été possible certaines fois parce que c'était très lié aux personnes avec qui je travaillais. Et très souvent, il y a les mêmes noms qui reviennent. Il y a des personnes, maintenant, ça fait 10-15 ans que je travaille, qui reviennent et j'espère, certaines personnes qui écouteront certainement ton podcast, qui écouteront ce message et comprendront ce que je veux dire, que certaines personnes, d'ailleurs, dans cette nouvelle aventure, me rejoindront et je pense qu'au fur et à mesure, de près ou de loin, sur Bampa, j'ai eu en invest des gens qui étaient avant mes associés ou qui étaient mes clients. J'ai des personnes qui étaient clients qui sont passés salariés. Enfin, il y a un peu ce jeu de la chaise musicale parce que quand tu rencontres les bonnes personnes, en fait, il faut tout faire pour les garder. Et je pense que donc pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important parce que avoir la bonne équipe, c'est ça qui fait que ça va marcher. Honnêtement, c'est le seul facteur qui compte, l'équipe. Il n'y a rien d'autre qui compte. Sincèrement, il n'y a rien d'autre qui compte. L'argent, le reste, tout ça suit avec l'équipe. Et donc pour l'entrepreneur, c'est important. Et pour les personnes qui travaillent avec toi, faut pas oublier que en fait, ces personnes ont une vie. Et en fait, ton devoir en tant qu'entrepreneur, moi j'ai fait du social pendant 2 ans, donc je considère que c'est leur donner un salaire, leur donner un travail, mais aussi leur permettre de se développer à titre perso. Et il n'y a rien de plus gratifiant. C'est ce que j'aime le plus, c'est de voir grandir les gens. Et de se dire, en fait, c'est en partie grâce à moi que cette personne, elle a pu faire ça, ou elle peut être là. Et encore une fois, c'est pas une question d'ego, mais c'est juste gratifiant de revoir des gens même 2 ans après et de se dire, waouh, enfin, trop bien, t'es devenu cette personne. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus, de regarder en arrière et de regarder les personnes avec qui j'ai travaillé et de me dire, cette personne aujourd'hui, elle fait ça. Et c'est tout con, mais on est humain et on a besoin, tu vois, on a besoin d'affect, on a besoin d'amour. Et en fait, quand toi tu donnes de l'amour aux gens qui tu travailles, qui te donnent de l'amour, en fait, il n'y a aucune raison que la personne aille travailler ailleurs et que toi tu la licencies. Donc, je pense que c'est un point central que dans le monde d'entrepreneur, on oublie un peu parce qu'on essaie de tout rationaliser, on essaie un peu trop de tout mettre dans des BP, on a un peu trop souvent des investisseurs, il y en a des extraordinaires, mais aussi beaucoup d'investisseurs qui te diront que tout le monde est interchangeable et qu'il faut savoir parfois taper très fort, recruter beaucoup, licencier beaucoup, re-recruter. Moi, je considère que en fait, tu peux faire de l'hypercroissance, tu peux faire de la croissance, mais en gardant les mêmes personnes et allant à ton rythme, et surtout sans recruter une armée de personnes. Bon, mon rêve, c'est c'est la prochaine étape avec Mira, une très grosse boîte qui fait, prochain step, c'est dizaines de millions, si ce n'est centaines de millions d'euros, mais sans avoir une armée de collaborateurs. Tant que tu as un socle qui est fidèle, qui est passionné par ce qu'il fait et avec qui tu t'entends bien, ça fait le travail. Et tout le monde te le souhaite, on suivra ça avec attention. C'était très très inspirant et c'est un euphémisme, sincèrement. Merci. Il y a une vraie vision d'entrepreneur, de multi-entrepreneur qui est très très cool, donc je pense que tu auras servi à plein de gens. Merci beaucoup Vincent d'être venu. Je t'en prie, merci et je te souhaite de continuer ta trajectoire. Déjà bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est top et je te souhaite déjà que le podcast continue à bien grandir et que tu deviennes un entrepreneur accompli. On en reparle dans moins de 10 ans. C'est super, merci beaucoup et puis à ceux qui écoutaient, à bientôt.